Vous écoutez Atlantic Radio, vous avez bien raison. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusque 10h avec les décodeurs Atlantiques. Aujourd'hui, Nadia Salah, directrice de rédaction de Groupe Ecomédia. Bonjour, Madame Salah. Bonjour. Omar Fassal est également avec nous. Ça faisait longtemps, tiens. Analyste financier des marchés internationaux chez CDG Capital. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Alors, c'est une émission spéciale finance. Aujourd'hui, on va commencer par les Draghinomics de la zone euro. Mario Draghi, le président de la BCE, et son programme de relance. Et puis, on parlera également de cette entrée en bourse du géant chinois du e-commerce Alibaba, l'impact pour le secteur technologique. Voilà pour le sommaire. Vous pouvez réagir par SMS 5052 6 dirhams TTC ou la page Facebook des décodeurs. Il est 9h18. C'est parti. Alors, les Draghinomics, ce n'est pas le nom de la nouvelle BD d'Astérix et Obélix. Non, c'est le petit nom des mesures prises par Mario Draghi, le président de la BCE, Banque Centrale Européenne, pour, dit-il, redynamiser la zone euro. Alors, en quoi ça consiste concrètement, cette Draghinomics ? Omar Fassal, je commence par vous peut-être. Écoutez, ce qu'il faut comprendre pour arriver à comprendre les Draghinomics, c'est comprendre que la zone européenne s'est enlisée durant cet été, que lorsqu'on a eu les résultats du second trimestre, on a eu des croissances qui étaient très mauvaises. C'est-à-dire que la zone euro, avec ses 18 pays, est en stagnation, il n'y a plus de croissance, que la France est en stagnation, que l'Allemagne, qui était la locomotive en fait de l'économie européenne, est elle-même a connu un repli de son PIB de moins 0,2%. Donc il n'y a plus de croissance dans la zone euro. C'est accompagné d'une inflation qui est devenue très très faible. On est au bord de la déflation, c'est-à-dire que l'inflation n'est plus que de 0,4%. Je vous rappelle que l'objectif de la BCE, c'est d'avoir un 2,0%. Les derniers chiffres d'août montrent qu'elle a encore baissé à 0,3%. Vous avez des pays qui sont déjà eux-mêmes en déflation. La Grèce et l'Espagne, ça y est, on y est déjà. L'Italie est en stagnation des prix, donc c'est vraiment la cata. Et pourtant, la BCE avait déjà pris des mesures pour relancer la croissance en juin dernier. La différence, c'est que le traité créant la zone euro et les traités antérieurs bridaient beaucoup les choix des banques centrales des pays et a fortiori celles de l'Union européenne en entier. L'important, il y a un problème de micro, non? Voilà, je pense que c'est mieux là, comme vous ça. l'avez réglé. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Le Excusez-moi. réalisateur qui intervient. Voilà. Excusez-moi. Ça sera mieux comme ça. Donc, on avait un système issu des traités de base de l'Union européenne qui bridait beaucoup la BCE, qui elle-même avait beaucoup de mal à exister dans ce monde-là. La zone euro l'a fait exister, bien, mais elle a choisi d'aller avec Trichet, d'avoir une politique monétaire et de serrer la vis sur le budget. J'assouplis ma monnaie, je peux donner des taux zéro et amener dans ce sens-là, mais de l'autre côté, je serre beaucoup le budget pour qu'on ne fasse pas de déficit. Une politique d'austérité, quoi, c'est ça. Alors, d'un côté, austérité, de l'autre, non. Et puis ensuite, on faisait le contraire. Or, les jeunes économistes d'aujourd'hui ont dit, quand on fait une fois l'un, une fois l'autre, on tombe dans ce que eux appellent le piège à liquidité et la relance ne se fait pas. Donc, Mario Draghi est arrivé il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, il a pris 3 ans. 3 ans, il a pris le pouvoir. La première année, il a suivi le système-là. La deuxième année, il a un peu changé. Et il a ajouté un troisième vecteur, un troisième outil, la communication massive et agressive. Et ça, c'est très très intéressant. J'aimerais revenir sur la communication massive et agressive comme élément de politique économique. On va y revenir. Omar Fassal, ça vous a pas étonné en fait ces nouvelles mesures de Mario Draghi, puisque vous disiez sur notre antenne en juin dernier vous avez fait la prévision que ça se passerait comme ça. Justement, on avait eu la chance ici d'en parler début juin, juste après que les mesures étaient prises. Donc il y avait eu une baisse des taux. On avait dit que les taux, ça ne servait à rien de les baisser quand ils étaient déjà très bas. Donc ça ne servait à rien du tout. On avait expliqué que les gens de la BCE le savaient, mais s'ils faisaient ça, c'était pour prouver aux Allemands qu'ils n'avaient plus d'autre solution, mis à part racheter des titres financiers. Donc là, ils ont réussi à prouver aux Allemands qu'ils n'avaient plus d'autre solution, mis à part racheter des titres financiers. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en début du mois de septembre, on a rebaissé les taux encore une autre fois. Bon, cette fois-ci, on a dit que c'était la dernière, parce qu'on est à
On est à vraiment, zéro, voilà, on est à zéro, donc il y a plus. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un taux zéro? Je perds mon argent quand je vous le prête? Vous me le prêtez gratuitement, en tout cas. Par la suite, s'il y a de l'inflation, à ce moment-là, vous le perdez. Oui. Mais comme l'inflation est très faible dans la zone euro, en tout cas, vous ne gagnez strictement rien du tout. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que cette fois-ci, on a rebaissé les taux à des niveaux très bas et que cette fois-ci, on s'est enfin décidé à faire des rachats de titres financiers. On a fait une version qui est allégée, assouplie, une version light des achats de titres financiers, parce qu'on ne va pas racheter de la dette des États, on ne va pas racheter des titres souverains, on va racheter certains titres du secteur privé. Donc, est-ce que ce sera suffisant? À votre avis? Si c'est fait d'une façon bien coordonnée et qu'on arrive à atteindre les budgets qui ont été donnés, il y aura 2 opérations aussi en plus de refinancement à la fin du mois d'octobre et au mois de décembre. On va prêter des liquidités, pas sur quelques jours, pas sur une semaine, mais sur des longues durées. Donc si les banques jouent le jeu, si elles disent prêtez-nous de gros montants sur la durée, à ce moment-là, on peut avoir une inflation qui repart. Mais sur la dernière opération de refinancement à long terme qui est passée, elles n'ont pas vraiment joué le jeu. Nadia Salah, venons-en. Avant de passer à la communication, il y a quand même quelque chose qui a un peu commencé, c'est la baisse de l'euro. La baisse de l'euro qui nous arrange. D'abord parce que ça va diminuer notre déficit commercial, puisqu'on est fixé sur l'euro, agrippé sur l'euro. On bouge en même temps que lui. On bouge en même temps que lui dans la proportion du dollar. On va pas rentrer dans les détails. Mais nous, ça va nous arranger, probablement améliorer notre balance commerciale et diminuer un petit peu les fuites qu'on a partout sur la balance des paiements. Fuite légale, hein, c'est pas de la fuite illégale. Maintenant, pour en revenir... Est-ce que je continue sur les monnaies? Est-ce que ceci va redéclencher une guerre des monnaies comme on en avait eu il y a 3 ans, 4 ans, je pense? 2 ans. 2 ans. 2 ans à peu près. Une petite guerre de monnaie, il y a des petits États agressifs qui attaquent les gros. J'en sais rien. Il sera quand même important aussi dans la communication que les Européens fassent attention à ce que les Américains ne se croient pas agressés par la baisse de l'euro. On est limite, hein. Parce que les Américains, en ce moment, ils ont des réactions Je pense un pas peu que- fortes. Face à vous, les réagir. Un peu fortes. Je pense pas que les Américains se sentent agressés parce que bon, les Américains, ils perçoivent la zone euro comme un véritable danger pour la reprise économique mondiale. Ils savent bien que si la zone euro va mal, ils iront mal parce que c'est un des premiers partenaires de leurs premiers partenaires commerciaux. Donc ils souhaitent que ça aille bien, ils souhaitent qu'on fasse plus, Donc ils qu'on fasse préfèrent de la relance budgétaire. Donc ils préfèrent voir un dollar qui se fortifie, qui se consolide et une zone euro qui enfin arrive à redécoller parce que c'est la dernière. Il faut voir que les États-Unis sont repartis, la Grande-Bretagne est repartie, le Japon est reparti, la Chine ralentit mais ça tient toujours. Oui. Ils sont très impatients de voir la zone européenne. Tout le monde est très impatient de voir la zone européenne. Pourtant, ces Nous dernières aussi, semaines, repartir. on n'arrêtait pas de Nous parler aussi. de relance de la zone euro, en tout cas de l'Espagne qui commence à redécoller. Oui, mais l'Espagne n'est pas assez grosse pour entraîner tout le monde. Il n'y a pas Et que quand- l'Espagne, on a l'impression que Oui, c'est oui. la France qui est maintenant l'un des pays malades de la zone euro. C'est le grand homme malade de l'Union européenne. C'est peut-être même le grand homme malade de l'Occident économique. Donc Et quand on parle de reprise on de en la voit zone euro, pas, là, c'est oui. faux. Alors, on l'espère. Il y a eu de la reprise avec un petit affaiblissement de l'Allemagne très bizarre au cours de l'été, dont notre décodeur a parlé là un instant. Bon, c'est quand même très très faible, très fragile. Amor Fassal. Justement, moi je suis très content de faire cette émission aujourd'hui parce que ça fait vraiment le suivi de tout ce qu'on avait dit avant. Ouais. On avait fait, après l'émission d'aujourd'hui, une autre émission où on avait parlé de la cure d'austérité en fait des pays européens. Ce qu'on avait expliqué, c'était que on avait certains pays qui avaient déjà réussi à accumuler des excédents budgétaires, qui étaient déjà très avancés en fait dans le rétablissement de leurs comptes. Donc là, on parle de l'Allemagne qui n'a pas de problème, on parle de la Grèce qui est repassée en excédent budgétaire, on parle de l'Italie qui est en excédent budgétaire, des Pays-Bas, de l'Autriche. Donc Voilà, ce que c'est quand même dit, des bons indicateurs. mais justement ce que dit Draghi aujourd'hui, et d'où le mot de Draghinomics. Draghinomics, c'est essayer de faire la même chose que ce qu'a fait Abe au Japon, avec ses Abenomics. Donc c'est le Premier ministre au Japon. Donc c'est un programme en 3 flèches. Le premier, c'est de se dire on va mettre une politique monétaire très laxiste, c'est ce qui a été fait par la BCE. Le deuxième point, c'est de se dire on va faire une relance budgétaire. Donc ce que dit Draghi aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui sont déjà en excédent budgétaire, dites-leur de consommer
cet excédent budgétaire qu'ils ont accumulé. Dites-leur de dépenser. Donc quoi, plus d'investissement, quoi, c'est ça? Voilà, exactement, dans la limite des 3% du PIB. Donc il dit qu'il faut faire ça sans fâcher les Allemands, puisqu'il faut respecter le pacte de stabilité européenne qui limite le déficit 3% du PIB. Et donc, si vous avez une Allemagne qui est à plus 3% et qu'elle passe de plus 3% à moins 3%, vous avez 6% du PIB qui ont été relancés. Et donc, c'est ça la véritable changement qui est en train de se passer dans Et la communication. Voilà, j'allais y venir, Nadia Salah. Ouais. On a des marchés sur lesquels on peut pas trop intervenir. Les outils ont beaucoup diminué de poids volontairement depuis une trentaine d'années. Les États n'interviennent plus comme avant, les banques centrales n'interviennent plus comme... Elles interviennent uniquement indirectement, même au Maroc d'ailleurs. Vous voyez, on a baissé le taux de base, mais la Banque centrale n'est pas intervenue pour jouer directement dans les caisses des banques. Et d'ailleurs, justement, sur notre antenne, on disait qu'il fallait relancer l'investissement d'autre part pour qu'il y ait un effet réel. Alors, la question que je me pose sur le Maroc, est-ce que le piège à liquidité va fonctionner ou pas? Alors, il y a parmi les jeunes économistes du Maroc des gens qui pensent que oui, et d'autres qui pensent que non. Moi, je trouve ce débat passionnant. Ouais. On va conclure. Voilà. Il est 9h45, on est de retour avec les décodeurs atlantiques jusqu'à 10h avec Nadia Salah et Omar Fassal. On va reparler une seconde du premier sujet qui nous concernait ce matin, c'est la relance de la zone euro et les nouvelles mesures de Mario Draghi. On a une réaction de Amine de Casa qui nous interpelle par SMS au 5052, Sidiram TTC. Il nous dit « Les États-Unis, au contraire, prospèrent de la crise de la zone euro. C'est la stabilité de la Chine qui intéresse les États-Unis. En raison des réserves monétaires, le FMI ne peut plus jouer son rôle de régulateur monétaire. » Omar Fassal, je vous laisse réagir à cette réaction de Amine. Bon, il y a une partie qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que aujourd'hui les États-Unis dépendent de la stabilité de la Chine, parce que la Chine c'est leur premier créancier, c'est le premier détenteur de titres de dette publique américaine à l'extérieur des États-Unis. Donc ça tombe bien parce que les Chinois continuent à avoir des excédents de commerciaux très importants, accumulent des réserves de change, ça a beaucoup baissé. Mais c'est encore très important et c'est avec ces dollars-là qui rachètent en fait la dette américaine et qui permettent à l'État américain de se financer. Mais quand on est dans un vrai monde mondialisé comme on l'est aujourd'hui, vous avez intérêt à ce que tous les partenaires se portent bien. Si votre voisin se porte bien, vous vous portez bien. La Chine doit se porter bien, le Japon, le Royaume-Uni doivent se porter bien et je pense que la zone euro doit également se porter bien pour pouvoir tirer les échanges commerciaux et tirer la croissance économique européenne. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été passés par Obama à Angela Merkel, au président de la Commission européenne, pour faire en sorte, quand on était en plein milieu de la crise de la dette européenne, c'est-à-dire en 2010-2011, quand la zone euro, on se demandait s'il y avait avoir la première faillite sur des titres souverains européens, il y a eu beaucoup d'appels qui ont été passés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut. Donc les Américains, peut-être qu'ils veulent voir l'Union européenne être à la deuxième position et eux être à la première position, mais ils ne veulent pas que ça se dégringole complètement dans la zone européenne. Comment vous expliquez alors que les États-Unis ont dit en tout cas qu'ils sortent de la crise, alors que la zone euro pas? Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un lien direct entre les deux économies? Ça les tire vers le bas. Ça, ce lien existe, mais ce lien n'est pas 100%. Vous pouvez très bien vous porter assez bien sans que votre voisin se porte complètement mal. Mais si votre voisin va bien, vous allez aller encore mieux. Et il faut voir que dans la zone euro, il y a une stabilisation. C'est-à-dire qu'on a évité le pire en 2010-2011. On a évité le fait qu'il y ait un défaut sur les titres souverains lorsqu'on a mis en place le FESF, le Fonds économique de stabilité financière. Après le MES, le mécanisme européen de stabilité, c'était des fonds qui ont été mis en place pour aider les pays justement pour pas qu'ils fassent défaut. Donc il y a une stabilité de la zone européenne. Si ça avait éclaté à ce moment-là, je peux vous garantir que les États-Unis aujourd'hui ne seraient pas en croissance. Donc il faut que tout le monde se porte bien et que tout le monde aille dans la bonne direction. Voilà, merci pour cette réponse, Omar Fassal. On va passer à votre coup de gueule, coup de cœur. Je vous donne la parole, Nadia Salah. Coup d'angoisse. Coup d'angoisse. Si le Maroc s'est trouvé devant un phénomène qui marche à tous les coups malheureusement. Meurtre Daesh ou autre en Algérie, l'information algérienne est verrouillée, les journalistes français cherchent de l'information. En Tunisie, il n'y a plus personne qui sait parler sur quoi que ce soit. Il reste le Maroc. On appelle les copains, les sources au Maroc, et on leur dit raconte-moi la terreur contre la terreur qui règne au Maroc.
Alors évidemment, ceux qui disent j'ai pas vu de terreur, ben ils sont zappés, ils passent pas. Ceux qui disent oui j'ai peur, ceux-là ils passent. Donc nous nous trouvons devant une information totalement déformée, non pas par intention de la déformer, mais par une règle logique qui est différente, qui appartient à celle des médias où il faut aller chercher le sensationnel. Sinon, ben vous n'existez pas. Alors, on sait que ça marche comme ça. Il faut vraiment remonter très très vite au créneau pour donner de l'information, pour occuper nos confrères à des choses plus intéressantes encore que l'angoisse. Il faut avoir cette réactivité à la seconde. On sait que ça marche comme ça, donc il faut marcher comme ça pour les dominer. Parce que là, on a plusieurs opérateurs touristiques qui disent déjà qu'il y a des annulations de réservation. Voilà. Alors, je vais vous rappeler une chose. Raconter une chose. J'avais rencontré 2004, 2005, je ne me rappelle plus, le grand moufti de Bosnie qui malheureusement est mort aujourd'hui. C'était un homme qui entretenait une correspondance régulière avec Hassan II et qui visiblement appréciait cette correspondance. Nous, on venait d'avoir les attentats de 2003. Il me dit alors ma fille, comment ça va au Maroc? Ils sont où vos islamistes? On est vraiment embêtés, on a eu des attentats, voilà, la pression sur la société est très forte. Et quoi? Ils tiennent l'administration? Il dit, oh non, ils tiennent pas l'administration, c'est pas le même système, ils tiennent pas l'administration. Ils tiennent le Parlement? Ah ben non, ils tiennent pas le Parlement. Hein. Ils tiennent la rue? Non, ils tiennent pas la rue. Ils ont fait des attentats, d'accord, mais on sait quand même faire un peu de sécurité dans la rue. Ouais. Alors, attention, ne les laisse pas tenir toute seule ton esprit. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Omar Fassal, Amine de Casa vous répond par SMS au 5052 Sidérem TTC. On salue d'ailleurs notre fidèle auditeur. Il nous dit, qu'est-ce que vous pensez de la dévaluation continue du dollar? La dévaluation continue du dollar a aidé les exportations américaines parce qu'il y a une politique monétaire, un assouplissement quantitatif très important aux États-Unis. On a eu le quantitative easing 1, 2. Par la suite, il y a eu des taux qui ont été très bas. Donc cette politique monétaire a poussé le dollar à se déprécier. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui est divergente, c'est-à-dire que les États-Unis vont se mettre à refermer. Ils vont se mettre à refermer les robinets. À la fin de ce mois d'octobre, on va avoir le dernier achat dans le cadre du quantitative easing. On va avoir des taux qui vont augmenter, pas tout de suite, mais au milieu de l'année 2015, voire fin de l'année 2015. Et en même temps, vous avez l'Union européenne, enfin la zone euro, qui elle va démarrer son quantitative easing et son assouplissement. Donc les deux vont dans le même sens pour faire en sorte que le dollar réaugmente. Est-ce que le dollar a aidé les États-Unis? Oui, il a aidé les États-Unis. Est-ce que la dévaluation du yen japonais a aidé les Japonais? Oui, elle a aidé les Japonais. Est-ce que la dévaluation, à un moment donné, enfin la baisse, pas dévaluation, est-ce que la baisse de la livre sterling a aidé le Royaume-Uni? Oui, ça aide ce genre de choses-là. C'est pour ça que Mario Draghi aujourd'hui est très content à son tour de voir enfin l'euro baisser. On est à 1,28 €. La baisse de la monnaie, c'est un sujet qui est tabou. Il faut pas, les politiques n'aiment pas dire qu'on est en train de faire une guerre de la monnaie, qu'on est en train de faire baisser notre monnaie pour faire en sorte que les exportations repartent. Mais c'est une réalité. Quand votre monnaie baisse, ça aide. Merci Omar. Je vous laisse la parole, puisque c'est à vous de nous donner votre coup de gueule, votre coup de cœur aujourd'hui. Écoutez, c'était une petite pensée un peu pour tous les épargnants à l'extérieur, international dans la zone euro, qui doivent faire face à des taux d'intérêt qui sont très bas. Donc ils ont des taux sur le livret d'épargne qui sont de 1%. Si vous mettez en face une inflation qui est à 0,4, ça veut dire qu'il vous reste 0,6% sur un an. C'est très faible. Donc ils ont tout un environnement de taux d'intérêt qui est très très bas pour pouvoir investir. Nous de notre côté, voilà, on donne des recommandations d'investissement sur cette année. On croit à une reprise de la croissance économique mondiale. Donc on conseille tout ce qui est actif, action. On est très vigilant sur les obligations à cause de la hausse des taux qui va finir. Sur le Maroc ou à l'international. On n'a pas beaucoup de gens qui interviennent à l'international. Les fonds d'investissement, qui sont à cheval sur les... Oui, voilà, justement, d'investir sur l'international. Oui. Et donc, nous sommes plus portés aujourd'hui sur les actions que sur les obligations. Et puis, toutes ces recommandations sont disponibles sur une revue des marchés financiers internationaux qui sera disponible dans les quelques jours sur notre site internet gratuitement pour tous les gens. CDG. Voilà, CDG Capital, disponible gratuitement sur le site internet pour tous les gens qui souhaitent suivre ces sujets avec nous. Et c'est de la belle information qu'il fabrique, je le garantis. Allez, on passe au dernier sujet de cette émission. Il est 9h53, on est ensemble jusqu'à 10h. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même aborder cette actualité financière importante, l'arrivée en bourse d'Alibaba, le géant chinois du e-commerce. Nadia Salah, ça vous a étonné parce que c'est la plus importante introduction en bourse jamais réalisée.
Oui, c'est vrai, mais la Chine est le plus grand pays jamais vu sur la planète. Voilà, avec normal. Alors, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à Shanghai? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à Hong Kong? Parce que là, il est à Wall Street. À Wall Street, c'est très prestigieux, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Et le quelque chose qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, c'est pas Alibaba China qui a été introduit en bourse. C'est une filiale qui se trouve aux îles Caïmans et qui reçoit les bénéfices de Alibaba China. Tiens donc. On se pose la question, Alors, pourquoi les îles Caïmans? Non, évidemment, non, vous avez raison de la poser. J'ignore tout du système fiscal chinois et j'ai bien peur qu'il soit encore plus favorable aux grandes entreprises qu'il ne l'est en Californie, par exemple. Ça, c'est voilà. paradis fiscal. Eh bien, je suis sûr que les autorités chinoises savent très bien que Alibaba met son argent aux îles Caïmans, dans une caverne aux îles Caïmans, et pas en Chine. Alors pourquoi Hong Kong a refusé de prendre Alibaba? Parce que l'autorité de régulation de Hong Kong a jugé que la décision était beaucoup trop concentrée autour de quelques personnes, 3-4 personnes autour de Monsieur Ma. Jack Ma, c'est ça? Jack Ma, voilà. En fait, son vrai nom, c'est Ma Young. Yoon étant son prénom. Ma, son nom de famille. Et beaucoup trop concentré. Et il y a eu un précédent qui a un peu irrité les autorités hongkongaises. C'est de voir que la filiale de e-paiement, c'est-à-dire celle par qui passent toutes les opérations traitées par Alibaba. Alibaba traite 2%, presque 2% du produit intérieur brut chinois passe dans ses claviers. Donc nous sommes dans le gigantesque. Donc 2% des paiements liés au commerce chinois passent forcément par le e-paiement d'Alibaba. Or, ce e-paiement qui était dans le groupe normal a été ôté du groupe normal et mis chez les copains. Alors, même les Hongkongais qui pourtant en ont vu d'autres en matière d'arrangement avec l'éthique financière, eh bien ils n'ont pas laissé passer. Je ne sais pas pourquoi les New-Yorkais l'ont laissé passer. Peut-être que ça, on va trouver un monde. Je souhaite que ceux qui ont mis leur argent dedans ne se fassent pas plumer. Alors, je lis simplement la réaction d'un observateur qui disait dans la presse française, il expliquait que l'arrivée d'Alibaba, c'est surtout le moment où l'on va pouvoir faire la lumière sur tout l'écosystème web. Amar Fassal. Je pense pas que les épargnants se fassent plumer sur une valeur comme ça, parce que il faut voir ce qu'on a vendu aux gens avec cette valeur. C'est une introduction en bourse qui a très bien marché, qui a vraiment cartonné, surtout lors de la première journée, au niveau du placement aussi, parce qu'au départ on devait placer 21,8 milliards de dollars. Ça devait être la plus grosse introduction en bourse uniquement aux États-Unis, après Visa, qui a été introduite en 2008 pour 17 milliards, mais il y avait une telle demande qu'on a augmenté à 25 milliards, qu'on a fait en sorte que ça devienne la plus grosse opération opération au monde. Ce qu'on vend aux gens à travers Alibaba, c'est l'accès au marché de consommation chinois. L'économie chinoise est en train de changer son modèle, ses exportations ralentissent, ses investissements ralentissent, elle veut être plus portée sur la consommation. Donc, quand vous allez chez des investisseurs, vous leur dites cette valeur-là, elle vous permet de vous exposer au marché de la consommation chinoise et qui de plus est à la consommation en ligne qui est très appréciée de la part des Chinois. Les gens achètent, et les gens ont acheté. Je pense que c'est une bonne valeur. Il y a une augmentation très importante. Bon, le premier jour, ce qui arrive souvent, on est à 38%, il me semble de tête. 36% d'augmentation le premier jour, c'était l'inverse justement de ce qu'avait fait Facebook. Voilà, exactement. Ils s'étaient cassé la figure le premier jour. C'est vrai, on s'en souvient, Bon, après, sur Alibaba, hier, depuis l'introduction, ça a rebaissé à moins 0,3%. Mais je pense que c'est une bonne valeur. Puis pour revenir sur le sujet des introductions en bourse et la prédominance de l'économie chinoise, ça montre très certainement la place prépondérante qu'a pris déjà l'économie chinoise. Parce que on dit toujours, ils vont devenir grands, en fait. Ils sont déjà grands, voilà. Donc il faut le dire. Il n'y a pas seulement Alibaba. Vous avez aujourd'hui les 3 plus grosses introductions en bourse mondiales sont déjà des Chinois. C'est-à-dire qu'on a eu l'Agricultural Bank of China,
qui a été introduite en 2010, qui a fait 22 milliards. On a eu l'Industrial and Commercial Bank of China en 2006 qui faisait 21 milliards. Puis un peu bas dans le classement, vous avez la Bank of China et la China Construction Bank Corp. Donc vous avez des grosses banques qui sont introduites comme ça en bourse, ça permet de financer le développement et donc ça montre une réalité qui a changé dans l'économie mondiale. À propos, on aura dans le prochain forum de Paris le 4 février que notre groupe organise, on aura encore Bank of China qui avait beaucoup plu à nos auditeurs. Très bien, écoutez, comme ça le rendez-vous est pris. Alors Omar Amine réagit à votre réaction. Allez, il vous répond maintenant. Donc c'est une guerre monétaire, cher ami, au profit des Américains. Quand je disais que les jeunes économistes sont de retour. Bon, je suis fantastiquement contente. Il nous écoute en plus, on les salue. Omar, une réaction. Il y a une vraie bataille monétaire, c'est juste que personne ne l'avoue. Voilà. Et donc ça fait en sorte que quand vous avez les États-Unis par exemple qui ont une banque centrale qui ne contrôle que leur monnaie à eux, ils peuvent choisir d'utiliser cette arme. Le Royaume-Uni peut choisir d'utiliser cette arme, le Japon peut choisir d'utiliser. La zone euro, vous avez une banque centrale et une monnaie pour plein de pays. On peut pas, ils n'ont pas ce levier de flexibilité, ils n'ont pas ça. Et ça, c'est une des choses qui a fait en sorte que le redécollage de l'Union européenne a été plus difficile que dans d'autres pays, parce qu'il faut arriver à mettre d'accord un ensemble de personnes qui ont des économies très hétérogènes, d'où l'importance de faire des réformes structurelles en Europe pour qu'il y ait des croissances complémentaires et que la politique monétaire soit adaptée à tous. Voilà pour la réponse à Amine, ça pose quelque chose de très philosophique. Rapidement, oui. Je vais très vite. Vous avez vu ceux où la décision est centralisée, vont plus vite et plus loin en période de crise que ceux où la décision est décentralisée. C'est une évidence. Sauf que cette notion se heurte à la pratique démocratique. Nous sommes en train de changer le monde. Nous sommes en train de changer le monde. Ce sera la conclusion. Merci Nadia Salah, merci Omar Fassal d'avoir décodé avec nous. Merci ce matin. On vous retrouve très bientôt dans les décodeurs. Vous qui nous écoutez, passez un très bon week-end sur notre antenne. Tout de suite, on parle sécurité routière avec Faisal Tadlaoui jusqu'à 10h. Profitez-en. Il y aura la police nationale dans ce studio et il y aura le CNPAC. Franchement, c'est le moment de dire tout ce que vous avez toujours voulu leur dire. Je vous retrouve lundi. Bon week-end bientôt.